Je n'aurais jamais imaginé que ma vie basculerait dans le métro parisien, à 59 ans, avec mon fils de 32 ans me regardant comme si j'étais une étrangère. Mes mains tremblaient encore en agrippant la barre métallique froide, mes yeux gonflés par les larmes que je tentais désespérément de retenir devant tous ces inconnus. Lucas m'a posé cette question avec une voix qui trahissait son inquiétude, cette même voix douce qu'il avait enfant quand il rentrait de l'école et me trouvait en pleurs dans la cuisine. Mais aujourd'hui, je n'étais plus cette femme forte qui cachait sa douleur derrière un sourire forcé. Aujourd'hui, j'étais brisée. Ton père est resté avec la voiture. Ces mots sont sortis de ma bouche comme un aveu de défaite, comme si je venais d'admettre que 37 ans de mariage venaient de s'évaporer sur le parking d'un centre commercial banal de banlieue. Il a dit qu'il ne rentrerait plus jamais à la maison. Ma voix s'est cassée sur ce dernier mot. Maison. Ce mot qui avait représenté tant de choses. Notre refuge. Notre sanctuaire. Le lieu où nous avions élevé nos enfants, où nous avions ri, pleuré, construit nos rêves. Et maintenant, ce n'était plus qu'un mot vide, une coquille creuse qui résonnait dans ma poitrine comme un tambour funèbre. Lucas a souri. Pas un sourire moqueur ou cruel, mais ce sourire étrange, presque prophétique, celui qu'on arbore quand on sait quelque chose que les autres ignorent. Il va la rendre aujourd'hui, maman. Aujourd'hui même. Ses yeux brillaient d'une certitude qui m'a glacé le sang. Comment pouvait-il être si sûr? Qu'est-ce qu'il savait que j'ignorais? J'ai voulu lui demander, mais les mots se sont coincés dans ma gorge, étouffés par le bruit assourdissant du métro qui entrait en gare. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Ou peut-être que tout avait commencé bien avant, et que j'avais simplement refusé de voir les signes. Pierre, mon mari, était devenu distant. Pas de manière brutale ou évidente, mais avec cette subtilité cruelle qui vous fait douter de votre propre jugement. Il rentrait plus tard. Il souriait moins. Il me touchait comme si j'étais devenue une porcelaine fragile qu'il craignait de briser, alors qu'autrefois ses mains me cherchaient avec une urgence qui me faisait me sentir vivante. J'ai remarqué les petites choses d'abord. Une nouvelle eau de Cologne. Des chemises repassées avec plus de soin. Ses regards furtifs vers son téléphone, ce geste instinctif de le retourner face contre la table quand j'entrais dans la pièce. J'ai fait ce que font toutes les femmes dans cette situation. J'ai commencé à douter de moi. De mon corps qui avait porté 2 enfants. De mes rides qui se creusaient. De mes cheveux qui grisonnaient. Je me suis regardée dans le miroir avec une cruauté que personne d'autre ne méritait, me demandant à quel moment j'étais devenue invisible pour l'homme que j'aimais. Les nuits sont devenues insupportables. Je restais éveillée, écoutant sa respiration régulière à côté de moi, me demandant à qui il pensait dans ses rêves. Était-ce à moi? Ou à cette autre femme dont je sentais la présence comme un fantôme entre nous, même si je n'avais aucune preuve de son existence? Le doute est une torture lente et méthodique. Il s'insinue dans chaque pensée, transforme chaque geste innocent en preuve de culpabilité, chaque silence en aveu. J'ai essayé d'en parler. Un soir, pendant le dîner, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai posé ma fourchette. Pierre, est-ce que tout va bien entre nous? Il a levé les yeux de son assiette, surpris, presque agacé d'être interrompu dans ses pensées. Bien sûr, pourquoi tu demandes ça? Sa réponse était trop rapide, trop défensive. Je ne sais pas. Tu sembles ailleurs ces derniers temps. Il a soupiré, ce soupir que les hommes font quand ils pensent que leurs femmes sont trop émotives, trop sensibles. Tu imagines des choses, Chloé. Je suis juste fatiguée du travail. Le travail. Cette excuse universelle. Cette porte de sortie parfaite. Comment contester le travail? Comment se battre contre quelque chose d'aussi noble, d'aussi nécessaire? Alors j'ai hoché la tête, j'ai ravalé mes inquiétudes, et j'ai continué à jouer mon rôle d'épouse compréhensive. Mais la nuit suivante, quand il s'est retourné dos à moi dans le lit, j'ai pleuré en silence, mordant l'oreiller pour étouffer mes sanglots. C'est notre fille, Emma, qui m'a ouvert les yeux. Elle était venue déjeuner un dimanche, et pendant que Pierre était sorti acheter du pain, elle s'est penchée vers moi par-dessus la table. Maman, il faut qu'on parle. Son visage était grave, ses yeux remplis d'une tristesse qui m'a immédiatement alarmée. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Elle a hésité, jouant nerveusement avec sa serviette. J'ai vu papa. La semaine dernière. Au restaurant. Mon cœur s'est arrêté. Et alors?
Il n'était pas seul. Ces 4 mots ont détruit ma vie. Il n'était pas seul. Simple. Direct. Dévastateur. J'ai senti mes mains devenir moites, ma bouche s'assécher. Qui était avec lui? Emma a baissé les yeux. Une femme. Plus jeune. Ils avaient l'air proches. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus. Je savais exactement ce que proche voulait dire. Les regards. Les sourires. Ces petits gestes intimes qui trahissent une intimité bien réelle. Décrit là. Ma voix était étrangement calme, comme si je parlais de quelqu'un d'autre, d'une autre vie. Emma a secoué la tête. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Décrit là, Emma. J'ai besoin de savoir. Elle a soupiré, résignée. La trentaine. Blonde. Élégante. Il riait beaucoup. Chaque mot était un coup de poignard. La trentaine. Bien sûr. Jeune. Fraîche. Sans rides. Sans histoire. Sans bagage. Tout ce que je n'étais plus. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte tout ça. Pourquoi je déverse ma vie privée, mes humiliations, mes douleurs. Parce que j'ai besoin que vous compreniez. J'ai besoin que vous sachiez que cette histoire n'est pas juste la mienne. C'est peut-être aussi la vôtre. Ou celle de votre mère. Ou celle de votre sœur. Nous sommes des milliers, des millions de femmes qui vivons cette même trahison, cette même douleur, et personne n'en parle vraiment. Alors aujourd'hui, je parle. Pour nous toutes. Prenez un moment pour écrire dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je veux savoir où vous êtes, je veux sentir que nous sommes ensemble dans cette histoire, que vous n'êtes pas seul face à vos écrans, que je ne suis pas seul dans ma douleur. Et si cette histoire vous touche, si elle résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que nous allons continuer à partager ces vérités que personne n'ose dire, ces histoires qui font mal mais qui nous rendent plus forts, plus conscients de ce que la vie peut nous réserver. Après le départ d'Emma, j'ai attendu que Pierre rentre. J'ai répété dans ma tête ce que j'allais lui dire, comment j'allais l'affronter. Mais quand il est entré, avec son sourire tranquille et sa baguette tiède sous le bras, tous mes mots préparés se sont évaporés. J'ai simplement servi le déjeuner en silence, observant ses mains découper le pain, ces mêmes mains qui avaient touché une autre femme, qui avaient trahi notre serment. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. Je jouais mon rôle de femme normale pendant qu'à l'intérieur, je me consumais de rage et de désespoir. J'ai commencé à le surveiller. Je vérifiais ses poches quand il dormait. Je regardais l'historique de son téléphone quand il prenait sa douche. J'écoutais ses conversations téléphoniques derrière les portes. Je suis devenue cette femme que je m'étais toujours promis de ne jamais être. Cette femme pathétique, désespérée, qui fouille dans la vie de son mari comme une voleuse. Puis j'ai trouvé un reçu froissé au fond de sa poche de veste. Un dîner dans un restaurant huppé. 280 €. La date correspondait à un soir où il m'avait dit qu'il avait une réunion tardive. 280 €. Nous qui discutions toujours avant de dépenser plus de 50 €. Nous qui comptions chaque centime pour les études de nos enfants. Nous qui n'étions pas allés au restaurant ensemble depuis des mois par souci d'économie. Et lui, il dépensait 280 € pour impressionner sa maîtresse. C'est l'argent qui m'a le plus blessé. Plus encore que la trahison physique. L'argent que nous avions gagné ensemble, économisé ensemble, que j'avais mis de côté en me privant de nouvelles chaussures, de ce manteau que je regardais depuis des semaines en vitrine. Cet argent qu'il gaspillait pour séduire une autre. Chaque euro de ce reçu était une insulte. Une négation de tous ces sacrifices que j'avais faits pour notre famille. J'ai confronté Pierre ce soir-là. Pas calmement. Pas avec dignité. J'ai hurlé. J'ai pleuré. J'ai jeté le reçu à sa figure et j'ai exigé des explications. Son visage s'est décomposé. D'abord le déni. Je ne vois pas de quoi tu parles. Puis, face à la preuve, la minimisation. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était un dîner d'affaires. Et finalement, acculé, la colère. Tu fouilles dans mes poches maintenant ? Tu n'as pas confiance en moi, c'est là que j'ai compris. Les coupables ont ce talent extraordinaire de retourner la situation, de faire de leurs victimes les bourreaux.
Soudain, ce n'était plus lui le problème, mais moi. Moi et mon manque de confiance. Moi et ma jalousie. Moi et mes fouilles indignes dans ses affaires personnelles. Il a pris sa veste et il est parti en claquant la porte. Je suis restée là, debout dans notre salon, entourée de 37 ans de souvenirs, réalisant que j'avais peut-être tout perdu en voulant connaître la vérité. Elle est rentrée tard cette nuit-là. Je ne dormais pas. Je l'ai entendu se glisser dans le lit, gardant ses distances comme s'il craignait que je ne le contamine avec mes doutes et mes accusations. Le lendemain matin, il a fait comme si rien ne s'était passé. Il a bu son café, lu son journal, m'a embrassé sur la joue avant de partir travailler. Cette normalité forcée était plus terrifiante que n'importe quelle dispute. Les semaines ont passé dans cette ambiance glaciale. Nous vivions comme deux colocataires polis qui partageaient le même espace sans vraiment se voir. Lucas et Emma ont remarqué, évidemment. Ils me posaient des questions que j'éludais avec des sourires crispés et des platitudes rassurantes. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais rien n'allait bien. J'étais en train de perdre pied, de me noyer lentement dans un océan de suspicion et de douleur. J'ai commencé à perdre du poids. Pas par choix, mais parce que la nourriture avait perdu tout goût. Je me forçais à manger pour garder les apparences, mais chaque bouchée était un effort. Mes vêtements flottaient sur mon corps. Mes amis me complimentaient sur ma silhouette, ignorant que je maigrissais à cause du chagrin. Comment leur expliquer que cette minceur n'était pas celle de la santé, mais celle du désespoir? Un soir, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai pris le téléphone de Pierre pendant qu'il dormait. J'ai essayé tous les codes possibles. La date de notre mariage. Les dates de naissance de nos enfants. Rien ne fonctionnait. Et puis, par désespoir, j'ai essayé une autre date. Celle que j'avais vue sur le reçu du restaurant. Le téléphone s'est déverrouillé. Mon cœur s'est arrêté. Il avait changé son code pour la date de leur dîner. Cette date était plus importante pour lui que notre anniversaire de mariage. J'ai ouvert ses messages. Et là, tout s'est confirmé. Des dizaines, des centaines de messages échangés avec un contact enregistré sous le nom de Marc. Sauf que Marc n'était pas un homme. Les messages étaient clairs. Intimes. Explicites. Je t'ai manqué aujourd'hui. J'ai hâte de te revoir. Tu es incroyable. Chaque message était un coup de massue. J'ai lu pendant 1 heure, assise dans notre salle de bain, la main sur la bouche pour ne pas vomir, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Elle s'appelait Valérie. 34 ans. Commerciale dans la même entreprise que Pierre. Ils s'étaient rencontrés lors d'un séminaire 6 mois plus tôt. 6 mois. Pendant 6 mois, il m'avait regardé dans les yeux en rentrant du travail. Pendant 6 mois, il avait fait l'amour avec moi en pensant à elle. Pendant 6 mois, il avait joué le rôle du mari fidèle pendant qu'il construisait une vie parallèle. Mais ce qui m'a le plus détruite, ce sont les messages où il parlait de moi. De nous. Il disait qu'il ne m'aimait plus depuis longtemps. Que notre mariage était mort depuis des années. Qu'il restait juste pour les apparences, pour ne pas faire de peine aux enfants. Qu'il attendait le bon moment pour partir. Que j'étais devenue ennuyeuse, prévisible. Que faire l'amour avec moi était devenu une corvée. J'ai replacé le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Je suis retournée me coucher à côté de cet homme que je ne reconnaissais plus. Et j'ai attendu l'aube en fixant le plafond, sentant ma vie s'effondrer en silence. Comment peut-on partager un lit avec quelqu'un qu'on méprise ? Comment peut-on embrasser quelqu'un en rentrant du travail après avoir passé l'après-midi à dire à sa maîtresse à quel point on déteste sa femme? Le lendemain, j'ai fait une chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. Maître Dubois. Un homme d'une 50aine d'années, aux yeux fatigués, qui avait sans doute vu défiler des centaines de femmes comme moi, brisées, humiliées, cherchant désespérément à sauver quelque chose des ruines de leur mariage. Il m'a écouté pendant 2 heures, prenant des notes méthodiquement pendant que je déversais toute ma douleur. Il m'a expliqué mes droits. La procédure de divorce. Le partage des biens. La pension. Des mots froids et cliniques qui transformaient 37 ans d'amour en transactions financières. Vous avez été marié sous le régime de la communauté? Oui. Vous avez des preuves de l'adultère? Oui. Vous travaillez? Non, pas depuis la naissance d'Emma.
J'avais sacrifié ma carrière pour élever nos enfants. Pierre avait insisté. Il gagnait bien sa vie. C'était logique que je reste à la maison. Maintenant, cette décision me revenait en pleine figure. Je n'avais pas cotisé pour ma retraite pendant 28 ans. Je n'avais pas d'expérience professionnelle récente. À 59 ans, qui voudrait m'embaucher ? Maître Dubois a dû lire la panique sur mon visage. Ne vous inquiétez pas. Vous avez droit à une pension compensatoire. La maison vous reviendra certainement, ou du moins la moitié de sa valeur. Ces mots étaient censés être rassurants, mais ils sonnaient comme une condamnation. Ma vie se résumait maintenant à des calculs de pourcentage et de compensation. En sortant de son cabinet, je me suis assise sur un banc. Il faisait beau. Les gens passaient, souriants, insouciants. Des couples se promenaient main dans la main. Des enfants couraient en riant. Et moi, j'étais là, seule, réalisant que j'allais devoir recommencer ma vie à 60 ans. Que tout ce que j'avais construit s'était révélé n'être qu'une illusion. Une maison de cartes qui s'effondrait au premier souffle de vent. J'ai attendu encore 3 semaines avant de parler à Pierre. 3 semaines pendant lesquelles j'ai rassemblé mon courage, préparé mes arguments, imaginé toutes les réactions possibles. J'ai choisi un samedi matin. Les enfants n'étaient pas là. Nous étions seuls. Je lui ai préparé son café, comme d'habitude. J'ai attendu qu'il finisse son petit déjeuner. Et puis, d'une voix que je voulais ferme mais qui tremblait légèrement, j'ai dit « Il faut qu'on parle ». Et elle a levé les yeux de son journal. Son expression était méfiante, sur la défensive. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Les hommes savent toujours quand leurs mensonges sont découverts. Je sais tout, Pierre. Valérie. Les messages. Le restaurant. Tout. J'ai attendu un démenti, des excuses, de la honte. Mais ce que j'ai vu sur son visage m'a glacé. Du soulagement. Il était soulagé que ce soit enfin terminé, que les mensonges puissent cesser. Chloé, je suis désolée. Ces mots sonnaient faux, récités machinalement. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Comment aurais-tu voulu que je l'apprenne, Pierre ? En vous trouvant ensemble dans notre lit ? En recevant un appel anonyme ? En lisant une lettre d'adieu ? Il a baissé les yeux. Je ne sais pas. Je suis perdue, Chloé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ah non ? Comment c'était censé se passer ? Tu comptais vivre cette double vie combien de temps ? Jusqu'à ce que je meure ? Jusqu'à ce que tu trouves le courage de partir. Il n'a pas répondu. Le silence s'est installé, lourd, oppressant. Puis il a dit ces mots que je redoutais, je crois que je l'aime. 7 mots qui ont achevé de détruire ce qui restait de nous. Je crois que je l'aime. Pas je ne t'aime plus. Pas notre mariage est fini. Non. Je crois que je l'aime. Comme si son amour pour une autre était une excuse suffisante pour piétiner le nôtre. Tu crois que tu l'aimes. Ma voix était étrangement calme. Tu crois. Après 6 mois, tu crois que tu l'aimes. Et moi, Pierre ? Après 37 ans ? Qu'est-ce que tu ressens pour moi ? De l'affection. Comme pour une vieille amie. Une colocataire. Quelqu'un avec qui tu as partagé ta vie mais qui ne te fait plus rien. Il a hoché la tête lentement. C'est cruel de dire ça comme ça, mais oui. C'est à peu près ça. L'affection. Ce mot a résonné dans ma tête comme une insulte. 37 ans d'amour réduit à de l'affection. 2 enfants élevés ensemble. Des milliers de nuits passées dans les mêmes bras. Des joies partagées. Des peines traversées. Des projets construits. Des rêves réalisés. Tout ça pour de l'affection. Le même sentiment qu'on pourrait avoir pour un chien fidèle ou une plante qu'on arrose par habitude. Je veux divorcer. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je réalise que j'allais les prononcer. Pierre a acquiescé. Je comprends. Nous allons faire ça dignement. Pour les enfants. Dignement. Comme si la dignité pouvait encore exister après tant de mensonges et de trahisons. Je me suis levée. J'ai pris mon sac. Je suis sortie. J'avais besoin d'air. Besoin d'espace.
Besoin de ne plus voir ce visage qui avait été mon univers et qui maintenant me répugnait. J'ai marché pendant des heures. Sans but. Sans destination. Mes pieds me portaient automatiquement pendant que mon esprit tournait en boucle. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu ne pas voir? Ou peut-être que je voyais, mais que je refusais de croire. Peut-être que j'avais choisi l'illusion confortable du couple parfait plutôt que la vérité brutale de l'abandon. Les semaines suivantes ont été un flou. Pierre a dormi dans la chambre d'amis. Nous communiquions par messages interposés. Pourrais-tu acheter du lait? J'ai un rendez-vous demain, je rentrerai tard. Des banalités qui masquaient l'effondrement de notre monde. Les enfants sont venus. Nous leur avons annoncé. Emma a pleuré. Lucas est resté silencieux, ses mâchoires serrées, ses poings fermés. Je voyais qu'il voulait frapper son père. Je l'en ai empêché d'un regard. L'avocat a envoyé les papiers. Pierre a trouvé un appartement. Nous avons commencé à trier nos affaires. Qui garde quoi? Cette lampe que nous avions achetée ensemble à Rome? Ces assiettes reçues pour notre mariage? Ces photos de famille? Chaque objet était chargé de souvenirs. Chaque décision était une déchirure. Je me sentais comme si on m'arrachait des morceaux de chair. Puis il y a eu cette discussion sur la voiture. Notre voiture. Une Peugeot 508 que nous avions achetée ensemble il y a 3 ans. Pierre la voulait. Moi aussi. Non pas parce que j'y tenais particulièrement, mais parce que c'était devenu un symbole. Si je cédais sur la voiture, je cédais sur tout. Je perdais la dernière bataille de cette guerre que je n'avais jamais voulu mener. Nous nous sommes disputés pendant des heures. Des avocats ont été impliqués. Des emails furieux ont été échangés. C'était devenu absurde. Une voiture. Juste une voiture. Mais ce n'était pas vraiment ça. C'était la fierté. Le refus d'être celle qui abandonne tout. Le besoin de gagner au moins une chose dans ce désastre total. Pierre refusait de céder. Moi non plus. Nous étions dans une impasse ridicule et pathétique. Ce matin-là, nous avions rendez-vous au centre commercial. Un dernier essai de négociation. Pierre voulait qu'on règle ça à l'amiable, sans impliquer davantage les avocats. J'ai accepté, même si je savais que c'était probablement inutile. Nous sommes partis ensemble dans cette voiture qui était devenue notre champ de bataille. Le trajet a été silencieux. Tendu. Chacun dans ses pensées, préparant ses arguments. Nous nous sommes garés. Nous sommes descendus. Et c'est là que tout a basculé. Pierre s'est arrêté près de la voiture. Il a sorti ses clés. Il m'a regardé avec cette expression que je ne lui connaissais pas. Un mélange de lassitude et de détermination. Chloé, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de me battre. De négocier. De calculer qui mérite quoi. Garde la voiture. Garde la maison. Garde tout. Je m'en fous. J'ai cligné des yeux, incrédule. Quoi? Il a secoué la tête. J'ai réfléchi. Toute la nuit. Nous sommes en train de nous détruire pour des objets. Des choses matérielles. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que j'ai détruit notre mariage. J'ai détruit ta confiance. J'ai détruit 37 ans de vie commune. Et je ne peux pas réparer ça. Alors prends tout. Je ne veux rien. Je ne mérite rien. Ses yeux étaient rouges. Il pleurait. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Pierre pleurait. Je suis désolée. Je suis tellement désolée, Chloé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Cette histoire avec Valérie, c'était de la folie. Une crise. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai tout gâché. Et que tu mérites mieux que ça. Tu as toujours mérité mieux que moi. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait le prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien, que nous pouvions recommencer. L'autre partie voulait le gifler, hurler que ses excuses arrivaient trop tard, que le mal était fait. Je suis restée là, figée, incapable de bouger, de parler, de ressentir quoi que ce soit d'autre qu'une immense fatigue. Tu peux garder la voiture, Pierre. Je n'en ai pas besoin. Il a secoué la tête violemment. Non.
Je ne la veux pas. Chaque fois que je la verrai, je penserai à toi. À nous. À ce que j'ai détruit. Je ne peux pas. Je ne veux pas, prends-la. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, Chloé. Laisse-moi au moins faire ça. Laisse-moi te donner quelque chose. Mais je ne voulais pas de sa charité. Je ne voulais pas de ces cadeaux empoisonnés qui n'étaient que des tentatives pathétiques d'alléger sa culpabilité. Garde ta voiture, Pierre. Garde ton appartement. Garde ta Valérie. Garde ta nouvelle vie. Je n'ai besoin de rien de toi. J'ai tourné les talons. Je me suis dirigée vers l'entrée du centre commercial. Vers le métro. Vers ma nouvelle vie de femme divorcée, seule, à presque 60 ans. Chloé, attends. Sa voix derrière moi. Je n'ai pas ralenti. Chloé. Des pas qui se rapprochaient. Une main sur mon épaule. Je me suis retournée brusquement. Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore, Pierre? Il était essoufflé. Son visage était décomposé. Je veux que tu saches quelque chose. Valérie et moi, c'est fini. J'ai rompu hier soir. J'ai compris que ce n'était pas elle que je voulais. C'était juste une échappatoire. Une fuite. J'ai eu peur de vieillir. Peur de devenir invisible. Alors j'ai cherché à me prouver que j'existais encore. Ces mots auraient dû me faire plaisir. Me donner satisfaction. Mais ils ne faisaient qu'augmenter ma rage. Donc tout ça, Pierre? Tout ce cirque? Tout ce mal? C'était juste parce que tu avais peur de vieillir? Parce que tu voulais te prouver que tu pouvais encore séduire une femme plus jeune? Il a hoché la tête misérablement. Je sais que c'est pathétique. Je sais. Mais c'est la vérité. Est la vérité. Comme si la vérité pouvait tout effacer. Comme si comprendre ses motivations pouvait guérir les blessures. Tu sais ce qui est vraiment pathétique, Pierre? C'est que tu n'as jamais pensé à moi dans tout ça. Pas une seule seconde. Tu as pensé à toi. À tes peurs. À tes besoins. À ton ego. Mais moi? Qu'est-ce que je deviens là-dedans? Tu ne t'es jamais demandé si j'avais peur de vieillir, moi aussi? Si je me sentais invisible? Si j'avais besoin qu'on me dise que j'existais encore, il a ouvert la bouche mais aucun son n'en est sorti. Parce que la réponse était évidente. Non, il ne s'était jamais posé ces questions. Parce que dans sa tête, j'étais juste là. Solide. Fiable. L'épouse qui attend à la maison. Celle qui ne pose pas de questions. Celle qui ne demande rien. Celle qui est contente des miettes qu'on veut bien lui donner. Je m'en vais. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus t'entendre. Qu'on règle ce divorce rapidement et qu'on passe à autre chose. J'ai de nouveau tourné les talons. Cette fois, il ne m'a pas suivi. J'ai entendu un bruit de portière. Le moteur qui démarre. La voiture qui part. Et puis le silence. C'est Lucas qui m'a retrouvé dans le métro. Je ne sais pas comment il savait que j'étais là. Peut-être qu'Emma lui avait dit. Peut-être qu'il me cherchait. Peut-être que c'était juste le hasard. Mais il était là, à côté de moi, me regardant avec ses yeux qui me ressemblaient tant. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de parler mais les mots se coinçaient. Ton père. La voiture. Il a dit qu'il ne rentrerait plus. Lucas a souri. Ce sourire étrange. Ce sourire qui savait. Il va la rendre aujourd'hui, maman. Aujourd'hui même. Comment tu peux en être sûre? Il a sorti son téléphone. Regarde. Un message de Pierre. À Lucas. Envoyé il y a 10 minutes. Je rentre à la maison. Je ramène la voiture. Dis à ta mère que je suis désolée. Que j'ai été un imbécile. Que si elle veut bien me parler, je serai là. J'ai fixé l'écran, incapable de comprendre. Pourquoi il rentrait? Pourquoi maintenant? Lucas a posé sa main sur la mienne. Papa m'a appelé hier soir. Il était en larmes. Il m'a dit qu'il avait tout gâché. Qu'il ne savait pas comment te le dire. Que tu méritais mieux.
Je lui ai dit quelque chose. Quelque chose que grand-père me répétait quand j'étais petit. On ne mesure la valeur de ce qu'on a que quand on est sur le point de le perdre. Ces mots ont résonné en moi. Toute ma colère, toute ma douleur, toute ma rage se sont heurtées à cette vérité simple. Pierre avait failli me perdre. Et peut-être que c'était ce qu'il lui fallait pour comprendre. Pour vraiment voir. Pas la voiture. Pas la maison. Pas les objets. Mais moi. Nous. 37 ans qui ne se résumaient pas à de l'affection mais à une vie entière construite ensemble. Mais est-ce que c'était suffisant? Est-ce que comprendre qu'on a gâché quelque chose suffisait à le réparer? Est-ce que les excuses effaçaient la trahison? Les larmes annulaient les mensonges? Je ne savais pas. J'étais fatiguée. Tellement fatiguée. Fatiguée de me battre. Fatiguée de souffrir. Fatiguée d'être forte. Qu'est-ce que je devrais faire, Lucas? Il a haussé les épaules. Je ne peux pas te dire quoi faire, maman. C'est ta vie. Ton choix. Mais je peux te dire ce que je pense. Papa a été un idiot. Il a failli détruire notre famille pour une aventure stupide. Mais il a réalisé son erreur. Est-ce que ça excuse tout? Non. Est-ce que tu dois lui pardonner? Je ne sais pas. Mais est-ce que 37 ans mérite une dernière conversation? Peut-être une dernière conversation. Était-ce vraiment ce que je voulais? Ou est-ce que je voulais juste tourner la page, partir, recommencer? Je ne savais plus. Mon téléphone a vibré. Un message de Pierre. Je suis à la maison. La voiture est dans le garage. Les clés sont sur la table. Je comprends si tu ne veux pas me parler. Mais je serai là. Si tu veux. Quand tu veux. Le métro s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Des gens sont montés. D'autres sont descendus. La vie continuait. Indifférente à mon drame personnel. Lucas s'est levé. C'est notre arrêt. Tu viens? J'ai regardé les portes ouvertes. Ce choix symbolique. Descendre ou rester. Rentrer ou partir. Affronter ou fuir. Mon corps s'est levé automatiquement. Mes jambes m'ont porté vers la sortie. Lucas m'a suivi. Le trajet jusqu'à la maison s'est fait en silence. Chaque pas était lourd. Chaque mètre me rapprochait d'une décision que je n'étais pas sûre de vouloir prendre. Et si je lui parlais et qu'il me blessait encore? Et si ses excuses n'étaient que des mots vides? Et si je lui donnais une seconde chance et qu'il la gâchait aussi? Les et si tournaient dans ma tête comme un carrousel infernal. Nous sommes arrivés devant la maison. Notre maison. Celle où nous avions élevé nos enfants. Celle où nous avions ri et pleuré. Celle où nous avions fait l'amour des milliers de fois. Celle où nous avions vieilli ensemble. La voiture était là, dans le garage. Comme il l'avait dit. Les lumières du salon étaient allumées. Il était là. Attendant. Lucas m'a embrassé sur le front. Je serai chez Emma si tu as besoin de moi. Quelle que soit ta décision, maman, je la respecterai. Tu as été assez forte pour nous tous pendant trop longtemps. C'est à ton tour de penser à toi. Il est parti, me laissant seule face à la porte. Face à mon choix. J'ai posé ma main sur la poignée. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. J'ai inspiré profondément. Et j'ai ouvert la porte. Pierre était assis sur le canapé. Il s'est levé d'un bond en me voyant. Ses yeux étaient rouges. Son visage était marqué. Il avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Chloé. Ma voix est restée coincée dans ma gorge. Je me suis contentée de hocher la tête. Il a fait un pas vers moi puis s'est arrêté, comme s'il craignait que je ne m'enfuie. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas si tu veux m'écouter. Mais j'ai besoin de te dire certaines choses. Des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. Je me suis assise sur le fauteuil en face de lui. Loin. Gardant mes distances. Parle. Il s'est rassis, ses mains tremblant légèrement. J'ai été un lâche. Pendant des années. Je t'ai vu te sacrifier pour notre famille. Pour moi. Tu as abandonné ta carrière. Tes amis. Tes passions.
Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai prise pour acquise. Je me suis dit que tu serais toujours là. Que tu ne partirais jamais. Que je pouvais faire ce que je voulais parce que tu m'aimais assez pour pardonner. Ces mots étaient comme des coups de poignard. Pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais. Continue. Il a essuyé ses yeux. Et puis j'ai commencé à vieillir. À voir mes cheveux grisonner. Mon ventre s'arrondir. Mes forces diminuer. Et j'ai paniqué. J'ai eu peur de disparaître. De devenir invisible. De ne plus compter. Alors quand Valérie m'a regardé comme si j'étais encore quelqu'un de désirable, j'ai craqué. Je me suis dit que c'était peut-être ma dernière chance de me sentir vivant. Mais tu sais ce que j'ai compris? Sa voix s'est cassée. J'ai compris que ce que je cherchais, je l'avais déjà. Avec toi. Depuis toujours. Cette complicité. Cette connaissance profonde. Cet amour qui ne dépend pas de l'apparence physique ou de la nouveauté, mais de toutes ces années passées ensemble. De toutes ces épreuves traversées. De tous ces souvenirs partagés. Valérie ne me connaît pas. Elle connaît une version de moi. Une façade. Toi, tu connais le vrai Pierre. Avec ses défauts. Ses peurs. Ses faiblesses. Est-ce que tu m'aimes encore? Le silence a duré une éternité. Je ne sais pas, Pierre. J'ai regardé mes mains. Ces mains qui avaient cuisiné des milliers de repas pour lui. Qui avaient repassé ses chemises. Qui avaient soigné ses blessures. Qui avaient caressé son visage. Je t'ai aimé pendant si longtemps que je ne sais plus faire la différence entre l'amour et l'habitude. Entre le désir et le devoir. Tu m'as brisé, Pierre. Tu as pris mon cœur et tu l'as piétiné pour satisfaire ton ego.je sais. Crois-moi, je sais. Et je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je te demande une chose. Une seule. Donne-nous une dernière chance. Pas pour revenir à ce que nous étions. C'est impossible. Mais pour construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus fort. Parce que nous avons touché le fond et nous savons maintenant ce que nous risquons de perdre. Une dernière chance. Ces mots résonnaient dans ma tête. Combien de femmes avant moi avaient entendu ces mêmes mots? Combien avaient cru? Combien avaient été trahies à nouveau? Mais combien aussi avaient réussi à reconstruire? À transformer la crise en opportunité? À sortir plus forte de l'épreuve? Si je dis oui, Pierre, il y a des conditions. Il a hoché vigoureusement la tête. Tout ce que tu veux. Premièrement, transparence totale. Plus de mensonges. Plus de secrets. Ton téléphone. Tes mails. Tes déplacements. Je veux tout savoir. Il a acquiescé. D'accord. Deuxièmement, thérapie de couple. Nous avons besoin d'aide. De quelqu'un d'extérieur pour nous aider à reconstruire. D'accord. Troisièmement, et c'est le plus important. Tu dois me reconquérir, Pierre. Me montrer chaque jour que je compte. Que je ne suis pas juste l'épouse invisible. Que je suis une femme désirable. Aimée. Précieuse. J'y ferai tout ce qu'il faut. Tout. Ses yeux brillaient d'espoir. Mais tu dois comprendre une chose. Cette chance que je te donne, c'est vraiment la dernière. Si tu me trahis encore, si tu me mens encore, ce sera fini. Définitivement. Sans discussion possible. Je comprends. Je le jure, Chloé. Plus jamais je ne te ferai de mal. Les serments sont faciles à faire. Les tenir, c'est une autre histoire. Nous verrons. Le temps seul le dira. Il s'est levé lentement. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. Il s'est approché. Ses bras se sont refermés autour de moi. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose d'autre que de la douleur. Un tout petit germe d'espoir. Fragile. Incertain. Mais présent. Nous sommes restés comme ça pendant de longues minutes. Deux personnes abîmées tentant de se réparer mutuellement. Je ne sais pas si nous y arriverons. Je ne sais pas si l'amour peut survivre à une telle trahison. Mais je sais une chose.
J'ai essayé. J'ai donné une chance. Et quoi qu'il arrive, je n'aurai pas de regrets. Parce que j'aurai tout tenté. Les semaines suivantes ont été difficiles. Nous avons commencé la thérapie. 2 fois par semaine, nous nous asseyons dans le cabinet de Madame Leroy, une psychologue spécialisée dans les crises conjugales. Elle nous posait des questions difficiles. Elle nous forçait à exprimer nos sentiments. À écouter vraiment l'autre. À comprendre d'où venaient nos blessures. Pierre a découvert des choses sur moi qu'il ignorait. Comme le fait que je me sentais invisible depuis des années. Que je m'étais sacrifiée non pas par amour du sacrifice, mais parce que je croyais que c'était ce qu'une bonne épouse devait faire. Que j'avais étouffé mes propres rêves et ambitions pour les siens. Et que cette accumulation de frustrations non exprimées avait créé un fossé entre nous bien avant l'apparition de Valérie. J'ai découvert des choses sur lui aussi. Sa peur panique de la mort. Son sentiment d'échec professionnel. Ses regrets sur des choix de vie. Ses propres frustrations qu'il n'avait jamais partagées. Nous avions vécu côte à côte pendant des décennies sans vraiment nous voir. Sans vraiment nous connaître dans nos profondeurs. Madame Leroy nous a donné des exercices. Des moments de partage quotidien où chacun devait exprimer un sentiment, un besoin, un désir. Des soirées en amoureuse obligatoires. Des gestes d'affection conscients. Au début, tout cela semblait forcé, artificiel. Mais petit à petit, quelque chose s'est réveillé. Cette étincelle que nous avions cru éteinte. Pierre a tenu parole. Il m'a ouvert son téléphone complètement. Plus de codes. Plus de secrets. Il m'a présenté à ses collègues. Il m'a intégré dans sa vie professionnelle. Il rentrait plus tôt. Il me demandait comment s'était passée ma journée et écoutait vraiment la réponse. Il a recommencé à me toucher. Pas sexuellement au début. Juste des petits gestes. Une main dans le bas du dos. Un baiser sur le front. Une caresse sur la joue. Et moi, j'ai commencé à respirer à nouveau. À sortir de cette coquille de douleur dans laquelle je m'étais enfermée. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés. Je me suis inscrite à un cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais reporté indéfiniment. J'ai commencé à m'occuper de moi. À me regarder dans le miroir non plus avec cruauté mais avec bienveillance. 3 mois après notre conversation dans le salon, nous avons fait l'amour pour la première fois depuis la révélation. C'était différent. Plus lent. Plus conscient. Nous nous sommes regardés dans les yeux. Nous avons pleuré pendant. Et après, allongés dans les bras l'un de l'autre, j'ai su que quelque chose avait changé. Que nous n'étions plus les mêmes personnes qu'avant la crise. Nous étions plus fragiles, mais aussi plus forts. Plus conscients de la chance que nous avions. Bien sûr, ce n'était pas parfait. Il y avait des moments où la méfiance revenait. Où une arrivée tardive déclenchait une montée d'angoisse. Où un message sur son téléphone me faisait paniquer. Pierre le comprenait. Il ne se vexait pas. Il me rassurait patiemment. Encore et encore. Jusqu'à ce que lentement, très lentement, la confiance se reconstruise. Emma et Lucas ont été surpris. Ils pensaient que nous allions divorcer. Quand nous leur avons annoncé que nous restions ensemble, qu'on travaillait sur notre couple, leurs réactions ont été mitigées. Emma était soulagée. Elle détestait l'idée de la famille brisée. Lucas était plus réservé. Il en voulait encore énormément à son père. Il lui a fallu du temps pour accepter notre décision. 6 mois après l'épisode du métro, Pierre m'a emmené en week-end surprise. À Rome. La ville où nous avions acheté cette lampe dont nous nous étions disputé le partage. Nous avons retrouvé le magasin. Nous avons ri en nous souvenant de ce jour lointain où nous étions jeunes et insouciants. Et nous avons acheté une nouvelle lampe. Différente. Pour marquer ce nouveau départ. 1 an plus tard, nous renouvelons nos vœux de mariage. Pas une grande cérémonie. Juste nous, les enfants, quelques proches. Mais cette fois, les mots prononcés avaient un poids différent. Nous savions ce qu'ils signifiaient. Nous savions ce qu'ils coûtaient. Nous savions combien il était facile de les briser et combien il était difficile de les tenir. Aujourd'hui, 2 ans après ce jour terrible dans le métro, je peux dire que nous sommes heureux. Pas du bonheur insouciant et naïf de nos débuts. Mais d'un bonheur plus profond, plus conscient.
Un bonheur qui sait qu'il est précieux parce qu'il a failli disparaître. Pierre n'est pas redevenu le jeune homme que j'ai épousé. Je ne suis pas redevenue la jeune femme qui l'a séduite. Nous sommes deux personnes de 60 ans qui ont traversé l'enfer et en sont sorties en se tenant la main. Est-ce que je lui ai vraiment pardonné? Je ne sais pas. Certains jours, oui. D'autres jours, la blessure se rappelle à moi et la colère revient. Mais j'ai appris que le pardon n'est pas un acte unique. C'est un processus. Un choix qu'on fait chaque jour. Choisir de ne pas rester prisonnier du passé. Choisir de construire plutôt que de détruire. Choisir l'amour plutôt que la haine. Ce que j'ai appris de cette épreuve? Tellement de choses. J'ai appris que l'amour ne suffit pas. Qu'il faut aussi de la communication, de l'attention, du respect. J'ai appris qu'on ne peut pas prendre l'autre pour acquis. Que chaque relation, même la plus solide, nécessite un travail constant. J'ai appris qu'il ne faut jamais s'oublier soi-même dans un couple. Que se sacrifier entièrement pour l'autre ne rend service à personne. J'ai appris que la trahison ne définit pas nécessairement la fin d'une histoire. Que parfois, bizarrement, elle peut être le début d'une nouvelle histoire. Plus vraie. Plus profonde. J'ai appris que nous sommes tous imparfaits. Que nous faisons tous des erreurs. Et que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever. J'ai appris que je suis plus forte que je ne le pensais. Que j'ai survécu à ce que je croyais insurmontable. Que je peux vivre seule si nécessaire. Et que c'est précisément cette certitude qui rend mon choix de rester plus puissant. Je ne reste pas par faiblesse ou par peur. Je reste par choix. Aux femmes qui me lisent, qui vivent peut-être la même chose, je veux dire ceci, votre valeur ne dépend pas de la fidélité de votre mari. Vous êtes précieuse. Vous êtes forte. Vous êtes belle. Que vous choisissiez de partir ou de rester, que vous choisissiez de pardonner ou non, ce choix vous appartient. Ne laissez personne le faire à votre place. Pas votre famille. Pas vos amis. Pas même vos enfants. C'est votre vie. Votre cœur. Votre décision. Et si vous choisissez de partir, sachez que vous survivrez. Que vous reconstruirez. Que vous trouverez le bonheur à nouveau, différent peut-être, mais tout aussi réel. Si vous choisissez de rester, assurez-vous que c'est pour les bonnes raisons. Pas par peur. Pas par habitude. Pas par dépendance financière. Mais parce que vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose à sauver. Et exigez le respect que vous méritez. Et ne vous contentez jamais de miettes. Ne vous contentez jamais d'être invisible. Ne vous contentez jamais d'affection quand vous méritez l'amour. Vous n'avez qu'une vie. Elle est courte. Elle est précieuse. Ne la gaspillez pas avec quelqu'un qui ne voit pas votre valeur. Quant aux hommes qui écoutent cette histoire, j'espère qu'elle vous fera réfléchir. Avant de céder à la tentation. Avant de chercher ailleurs ce que vous avez à la maison. Avant de prendre votre femme pour acquise. Regardez-la vraiment. Voyez tous les sacrifices qu'elle a faits. Toutes les fois où elle a mis ses besoins de côté pour les vôtres. Toutes les fois où elle a été forte quand vous étiez faible. Et demandez-vous si une aventure d'une nuit, un ego flatté, une sensation de jeunesse retrouvée vaut vraiment le risque de tout perdre. Parce que vous pouvez tout perdre. En un instant. En une décision stupide. Et contrairement à ce que vous pensez, vous ne retrouverez peut-être pas mieux ailleurs. Parce que cette nouvelle femme ne vous connaîtra pas comme votre femme vous connaît. Elle ne vous aimera pas à travers vos défauts. Elle ne restera pas quand les choses seront difficiles. Elle ne sera là que pour les beaux moments, pas pour les épreuves. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où vous l'arrosez. Si votre mariage est sec, c'est peut-être parce que vous avez arrêté d'en prendre soin. Alors avant de chercher un nouveau jardin, essayez de raviver celui que vous avez. Vous seriez surpris de ce qui peut fleurir avec un peu d'attention et d'eau. Cette histoire aurait pu se terminer de 1000 façons différentes. Pierre aurait pu ne pas regretter. Je aurais pu ne pas pardonner. Nous aurions pu divorcer. Chacun refaire sa vie de son côté. Et peut-être qu'un jour, dans 5 ou 10 ans, nous nous croiserons dans la rue avec nos nouveaux partenaires et nous nous demanderons ce qui se serait passé si nous avions fait d'autres choix. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons choisi la difficulté du pardon plutôt que la facilité de l'abandon. Nous avons choisi de nous battre pour ce que nous avions construit plutôt que de recommencer à zéro.
Et je ne sais pas si c'était le bon choix. Personne ne le sait jamais vraiment. Nous ne connaissons que la vie que nous vivons, pas celle que nous aurions pu vivre. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand je me réveille à côté de Pierre, je ne ressens plus cette douleur aiguë qui me transperçait le cœur. Je ressens de la paix, de la gratitude, de l'amour. Un amour différent de celui de nos 20 ans. Plus mûr, plus conscient, plus fort parce qu'il a été testé et qu'il a survécu. Et la voiture est toujours dans notre garage. Nous l'utilisons tous les deux. Elle n'est plus un symbole de notre bataille, mais un rappel de notre capacité à surmonter. Chaque fois que je la vois, je me souviens de ce jour dans le métro. De mon fils souriant me disant que son père allait la rendre. Et il avait raison. Pierre l'a rendue. Pas juste la voiture. Mais tout. Sa confiance. Son engagement. Son amour. Et moi, qu'est-ce que j'ai rendu ? J'ai rendu une chance. Une possibilité. Une porte ouverte vers un avenir ensemble. Était-ce de la faiblesse ? Certains le diront. Était-ce du courage ? D'autres l'affirmeront. Pour moi, c'était simplement de l'humanité. La reconnaissance que nous sommes tous faillibles. Que nous méritons tous une seconde chance. Que l'amour véritable n'est pas celui qui ne connaît jamais de tempête, mais celui qui survit à la tempête. Je suis Chloé. J'ai 61 ans maintenant. Je suis une femme qui a été trahie. Qui a été brisée. Qui a pleuré dans le métro devant des inconnus. Mais je suis aussi une femme qui s'est relevée. Qui a choisi de croire à nouveau. Qui a reconstruit sa vie sur les ruines de l'ancienne. Et je suis fière de cette femme. Parce qu'elle est plus forte que celle que j'étais avant. Et ma vie n'est pas parfaite. Mon mariage n'est pas parfait. Mais c'est ma vie. C'est mon mariage. Et je les ai choisis. En pleine conscience. Avec tous leurs défauts et toute leur beauté. Et pour le moment, c'est suffisant. Plus que suffisant. C'est tout ce dont j'ai besoin.